soir aux Nouvelles nationales d'APTN. Je vais commencer avec la première qui est une de nos préférées, c'est toujours McEvion. Les Mohawks de Kanesatake maintiennent les points de contrôle au parc d'Oka. Des membres de la Première Nation de l'Estigouche ont eu une permission pour traverser le pont du Nouveau-Brunswick qui est fermé, mais seulement pour 10 personnes à la fois. Et en entrevue, Michel Audet. Quoi, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je vous présente cet épisode de mon domicile. De nouvelles piques ont été échangées entre les Mohawks de Kanesatake et leurs voisins à Oka. Le grand chef demande au gouvernement du Québec de soutenir les contrôles routiers, toujours en place, malgré un ordre juridique et la pression grandissante mise par le maire d'Oka. Un reportage de Lindsay Richardson. Le travail a repris comme à l'habitude le lundi. 4 travailleurs affectés au point de contrôle du périmètre de Kanesatake n'ont pas été découragés par l'ordonnance de cessation et d'abstention signée par des voisins à Oka, qui les oblige à enlever leurs barricades dites illégales, mais également à libérer le passage. Je vais commencer avec la première qui est une de nos préférées, c'est toujours McEvion. Le grand chef Serge Simon a abordé la récente crise. Il a déclaré que la communauté ne cédera pas à la pression extérieure. Celle-ci a répondu à M. Quevillon à l'aide de sa propre lettre juridique. Selon M. Simon, un sondage mené auprès des résidents dans 2 régions a révélé un soutien majoritaire concernant les contrôles routiers. On est prêt pour une bataille là-dessus. On espère qu'on n'a pas besoin de l'avoir, que le bon sens va prendre le dessus sur Scrooge. M. Simon a fait part de ses préoccupations au gouvernement du Québec. Étant l'attraction des environs, le parc d'Oka, qui est fermé depuis le début de la pandémie, s'apprête à rouvrir ses portes au public cette semaine. Pourtant, il n'y a eu aucune consultation de menée en dehors d'Oka. Dans une lettre adressée au premier ministre, M. Simon a écrit « Je suis sûr que le parc survivra à une saison sans tourisme, mais ce n'est peut-être pas le cas des personnes les plus vulnérables. » Jusqu'à maintenant, il n'a reçu aucune réponse. Bonjour, Aucoise, Aucois. Pendant ce temps, le maire Quevillon a eu beaucoup de choses à dire. M. Quevillon a présenté une greffe au gouvernement fédéral, plus particulièrement auprès de Mark Miller, ministre des Affaires aux Autochtones. Il ne fait que jeter de l'huile sur le feu entre nos communautés en finançant des contrôles routiers illégaux, a déclaré M. Quevillon. Mr. Mayor, I wish you would just stop. M. Simon insiste sur le fait que la lutte contre la COVID-19 n'a rien de politique. Il soutient aussi que le comportement de M. Quevillon pourrait nuire à l'intérêt commun. History, I think, is going to judge you very poorly on your actions during this event. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Suite à ce reportage, le parc d'Oka a été ouvert au public, mais a été rapidement fermé par les Mohawks de Kanesatake. Les Mohawks ont dit que c'était pour protéger la communauté alors que les touristes et les amateurs de plein air affluent dans la région. Un reportage de Lindsay Richardson. Le parc d'Oka, un espace vert qui promet une bouffée d'air frais désirée par presque tout le monde qui est en quarantaine. Mais les Mohawks de Kanesatake ont forcé bon nombre de personnes à changer leur plan le jour de l'ouverture. Des intrus d'autres régions ont été refoulés à un point de contrôle situé près de l'entrée du parc. Les points de contrôle sont controversés et sont même sujets à une ordonnance de cessation. Robert Bonspiel, membre de l'équipe d'intervention en cas d'urgence, affirme que les discussions avec les responsables du parc n'ont mené nulle part jusqu'à la réception d'un préavis de 24 heures au sujet de son ouverture. Alors la mise en place d'un autre point de contrôle était un dernier recours. Le grand chef Serge Simon et Pascal Quevillon, le maire d'Oka, auraient passé la journée à discuter.
Des policiers et la Sûreté de Québec postés près du point de contrôle ne sont pas intervenus, jugeant qu'il s'agissait d'une question politique. Jusqu'à maintenant, tout est calme. Mais en conférence de presse à Montréal jeudi, on a demandé au premier ministre François Legault si Québec tolérait cette démonstration de force. M. Legault affirme comprendre les préoccupations de Kanesatake. C'est légitime. On essaie de discuter avec eux autres pour régler ça à l'amiable. Mais M. Quevillon s'est adressé directement au sommet. Il a blâmé le ministre aux Services autochtones, Mark Miller, d'avoir utilisé des fonds fédéraux pour permettre des manifestations illégales. La question a été soulevée à la Chambre des communes quelques heures seulement après la mise en place du point de contrôle. Est-ce qu'on pourrait savoir s'il y a moyen pour le gouvernement fédéral de parler aux Mohawks et de leur faire entendre raison? D'autres questions ont été posées jeudi. Je vous dirais que c'est difficile de juger des... M. Miller ajoute que, selon lui, les Premières Nations ont fait preuve d'un leadership exemplaire dans la réponse à la pandémie. Chaque fois qu'une personne d'âge avancé meurt, c'est une tragédie pour leur langue. Il faut comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. On parle de points de sécurité routiers. Ce ne sont pas des barricades. Des militants chevronnés comme Ellen Gabriel observent les tendances. Il y a tellement d'inconnus au sujet de ce virus et pourtant vous jouez avec la vie des gens comme si vous pouviez retourner à l'ancienne normalité, a-t-elle écrit dans une publication sur Facebook. Le maire d'aucune petite ville n'a le droit de faire les caprices et de menacer nos droits à la sécurité. M. Bonspiel voit cela comme une responsabilité. Traditionally, historically, First Nations people have never been spared by pandemic situations from the beginning of colonialism 450 years ago. Il dit que les points de contrôle demeureront en place jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, sur le territoire Mohawk de Kanesatake. Une Première Nation Micmac au Québec se voit refuser l'accès à ces terres ancestrales situées au Nouveau-Brunswick en raison des préoccupations liées à la COVID-19. Mais comme il y a peu de cas dans la région et aucun cas au sein de la communauté, il espère qu'une exception sera faite. Un reportage de Tom Fenario. Voici le pont J.C. Van Horn. Des milliards de voitures l'utilisent chaque jour pour traverser du Nouveau-Brunswick au Québec, ou avaient l'habitude de l'utiliser. À l'heure actuelle, il est fermé, sauf pour le trafic essentiel. To cut it off arbitrarily without discussion of how do we work as a region, I think is wrong. It doesn't reflect how we operate. It doesn't reflect our reality. Pour le chef de la Première Nation de l'Estegouche, cette réalité est simple. Une grande partie de cette communauté, d'environ 2000 habitants, située dans la région gaspésienne du Québec, fait chaque jour un trajet de 5 minutes pour se rendre à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Les épiceries, l'école et la communauté de l'Estegouche sont si étroitement liées à Campbellton qu'ils utilisent l'heure de l'Atlantique plutôt que l'heure de l'Est, comme le reste du Québec. Many of our community members live on that side. It's almost like an extension of Listegouche in a sense. M. Gray dit que l'autre grande épicerie la plus proche se trouve à 55 km, dans une région où des cas de COVID-19 ont été confirmés. Le Nouveau-Brunswick a offert un compromis à l'Estegouche. 10 laissez-passer à installer sur tableau de bord ont été créés pour permettre aux membres de la communauté de l'Estegouche de traverser pendant 2 heures. M. Gray dit qu'il y a eu des réactions négatives dans les médias sociaux de la part de la communauté voisine du Québec au sujet de ce qui est perçu comme un privilège. Didn't go over well. We were concerned that people going into Campbellton with passes would almost be going with a target on their back. M. Gray a des raisons de croire qu'il y a de l'agitation dans l'air. Environ 400 habitants de deux côtés de la frontière se sont rassemblés sur le pont afin de protester contre sa fermeture. Le 15 mai, M. Gray a rédigé une lettre au premier ministre du Nouveau-Brunswick pour organiser une rencontre avec lui et les représentants d'autres municipalités locales afin de trouver une solution. Près d'une semaine plus tard, à l'occasion de la conférence de presse de mercredi, M. Higgs a déclaré qu'il n'avait pas lu la lettre. There may be discussions going on with public safety in relation to what they're actually asking for, but to have a wholesale movement back and forth, I think would be risky for us and risky for them as well at this stage. Il n'y a pas eu de nouveaux cas de COVID-19 depuis 2 semaines au Nouveau-Brunswick. Aucun membre de la Première Nation de l'Estegouche n'a été testé positif non plus.
Dans cette optique, M. Gray espère qu'une réouverture graduelle pourrait bientôt avoir lieu. We need to work together. Solutions that divide us aren't helping anybody. Un reportage de Tom Fernerio, les Nouvelles nationales d'OPTN, Montréal. Au retour, on vous parle du gouvernement fédéral qui injecte 75 millions pour les Autochtones vivant en milieu urbain. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Dans la capitale nationale, le gouvernement fédéral a récemment annoncé que du soutien supplémentaire sera offert aux Autochtones vivant dans les centres urbains, afin qu'ils puissent lutter contre la pandémie de la COVID-19. Cependant, certaines affirment que ce n'est toujours pas suffisant. Un reportage de Jamie Pachagomskum. Le premier ministre a annoncé que 75 millions de dollars seraient versés à des organismes autochtones urbains. Ce montant s'ajoute à la somme de 15 millions de dollars dont le gouvernement a fait mention en mars, visant à appuyer les efforts de secours en cette période de pandémie. If you live off reserve or in a city, we're working to make sure you don't fall through the cracks. You need and deserve services that are culturally appropriate, and that's what we're doing with today's investment. Plus tôt ce mois-ci, le Congrès des peuples autochtones a demandé à la Cour fédérale une revision judiciaire de la décision portant sur les 15 millions de dollars déjà alloués par le Canada aux personnes autochtones vivant dans les centres urbains. Mark Miller, ministre des Services aux Autochtones Canada, convient qu'il faut en faire davantage. Indigenous Services Canada and the underfunding from a federal perspective, provincial perspective, or a municipal perspective of urban Indigenous groups is something that has been going on for a long time. These are vulnerable groups that exist, and the organizations that serve them serve some of the most vulnerable in society. They have been underfinanced for a long time by every level of government. It's not something that to be particularly proud of, obviously, but we note it. Leah Gazan, députée du NDP, soutient que les 75 millions de dollars ne suffisent toujours pas pour répondre aux besoins de base des populations et que le gouvernement devrait cesser de financer les grandes entreprises. Elle suggère plutôt d'investir plus d'argent dans les causes qui en ont véritablement besoin. The funding announcement, although welcome, any sort of money, because it's a critical crisis situation, is welcome. Again, it's grossly inadequate. Christopher Shepherd-Biot est le président de l'Association nationale des centres d'amitié. Il est optimiste, mais prudent. Cependant, il convient également qu'un plus grand soutien sera nécessaire. If we don't look to the future, even in a second wave, to say how do we properly prepare, then we're going to be no better off. M. Shepherd-Biot a déclaré que l'argent que l'association recevrait servira à acheter de l'équipement de protection individuelle, à évaluer les options en matière d'abri et à se préparer à d'éventuelles vagues de la COVID-19. Un reportage de Jamie Pachagomskum, les Nouvelles nationales d'OPTN, Ottawa. La PNQL, avec Femmes autochtones du Québec et Résilience Montréal, dénonce la police de Montréal suite à l'intervention médiatisée d'une femme CRI en crise. L'incident s'est passé le 3 mai quand un déploiement de 17 policiers et d'une unité canine a été envoyé pour répondre à une femme CRI menaçant de porter atteinte à sa vie. Femmes autochtones du Québec a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Québec. La présidente Viviane Michel décrit l'incident en la qualifiant de discriminatoire et de profilage racial. Ce qui s'est passé et ce qu'on dénonce, c'est vraiment des droits bafoués d'une femme. Et en tant qu'entité, en tant qu'organisation des Premières Nations, on a ce droit-là à exercer. Donc, Femmes autochtones du Québec exercent le droit de déposer une plainte. Dans le but de remédier à l'ennui durant le confinement, un danseur Ojibwe a créé toute une nouvelle compétition en ligne. L'événement s'appelle Jiggin Idol et c'est vraiment très amusant. Brittany Hobson vous en parle.
Nous avons tous entendu parler de l'émission American Idol. Aujourd'hui, une toute nouvelle compétition en ligne est en train de mettre du swing dans les émissions de télé-réalité. Cette émission, c'est Jigging Idol. Ryan Richard, champion gigueur, a eu l'idée après avoir regardé des spectacles de talents similaires sur les médias sociaux. Jigging brings out so much fun. And just to add a little competition to that adds even more excitement. Des prix en argent ont été décernés pour différentes catégories, donc traditionnelles, aînés et Jolly Jumper pour les tout petits. Pendant une semaine, des dizaines de danseurs de la Colombie-Britannique jusqu'en Ontario ont présenté des vidéos. Ryan Richard, qui est originaire de la Première Nation Ojibwe du Sandy Bay au Manitoba, a été très surpris. I thought it was going to be like a little tiny local thing, but then it just blew up after our first jigger, who happens to be our Jolly Jumper champion. Contrairement à d'autres compétitions en ligne où les gens gagnent sur la base des réactions du public, à Jigging Idol, les gagnants sont déterminés par un panel de juges. Ces juges ont nommé Felicia Morisseau grande gagnante du concours. This is just a nice way to continue showcasing your talent and just to keep on with the physical part of it as well. Felicia Morisseau est danseuse professionnelle au sein des troupes Asham Stompers et United Thunder. Elle pratique la danse depuis plus de 30 ans. It just means a lot to carry on the traditions of the Red River Jig. It helps to influence the young ones, especially either to get started or to continue on with the participation. Au Manitoba, tous les grands rassemblements ont été annulés en raison de la pandémie, ce qui signifie que Felicia Morisseau et ses groupes de danse ne se produiront pas de sitôt. Selon elle, les compétitions en ligne permettent aux danseurs de garder le contact. M. Richard espère organiser des variations de la compétition dans l'avenir. Everyone can jig. There's no wrong way to jig. So jig to health, everyone. Jig to health. Un reportage de Brittany Hobson, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Après la pause, je vous présente la première partie de 2 d'une entrevue que j'ai réalisée avec Michel Audette, qui a été commissaire de l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Soyez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Il y a presque un an que le rapport final de l'ENFADA a été déposé. Quel rôle le rapport doit-il jouer maintenant au cœur d'une pandémie? Voici la première partie de notre entrevue avec Michel Audette. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Via un communiqué, l'Association des femmes autochtones du Canada dit que la violence conjugale contre les femmes autochtones pendant la pandémie est en augmentation. Qu'en pensez-vous? La première fois que j'ai vu ça, c'est sûr que ça m'a fait réagir parce que la violence, bien avant la pandémie, bien avant l'enquête nationale, malheureusement, va avoir été présente là, dans nos communautés. C'est sûr qu'avec l'enquête nationale, on est capable de dire officiellement là, que c'est une violence coloniale, systémique, puis latérale là, dans nos communautés. Et je fais partie des appels-conférences de la nation Innu pour la COVID là, à tous les jours. Et j'entends les psychologues, les travailleurs sociaux, les intervenants de première ligne de tout le territoire. J'entends aussi nos élus, les gens de la sécurité publique. Et j'ai posé la question suite à l'article. Et puis, certains corps policiers vont nous dire qu'il y a eu une diminution d'appels 911 pour la violence. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente. Alors, ça m'a mis en doute un peu l'aspect scientifique, je dirais, là, de comment NOAC, comme Autochtone du Canada, fait ces statistiques, ramassage de données, et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas surprise, mais j'aurais des bémols par rapport à comment le travail de femmes autochtones va avoir été fait.
Avez-vous d'autres préoccupations concernant la façon dont cette pandémie affectera les femmes autochtones? Énormément. Ça là, dès le début de la pandémie, avec nos élus Inuits, ou avec Mme Bennett, ou avec les gens de différents milieux là, qui vont s'impliquer dans des gouvernements autochtones, québécois et canadiens, je comprends la santé publique, ça c'est fondamental. Cependant, déjà que la violence était trop présente, qu'elle était taboue et qu'elle était cachée derrière les murs, là on nous oblige à vivre entre ces quatre murs-là pour des questions de santé, de sécurité publique, santé publique. C'est là où je me dis, comment on va aller percer puis protéger les personnes les plus vulnérables. Puis dans nos communautés, le diabète, l'obésité, tout ce qui nous amène vulnérables face à la COVID, c'est comme un surpoids, là. Et j'étais soulagée de voir qu'on allait soutenir les maisons d'hébergement, mais ça reste que c'est trop tabou encore. Il semble qu'il y ait de graves répercussions économiques à la suite de la pandémie. Comment pensez-vous que ça va affecter les femmes autochtones? L'économie dans les milieux autochtones à travers le Canada, on va avoir toujours été, je dirais, mise à l'écart là, de la part des gouvernements canadiens et des provinces. Et quand on regarde aussi une structure dans une communauté, rares sont les femmes qui sont en affaires, pas qu'on n'est pas capable. Il y a cette culture qui s'est installée où, de façon plus naturelle, ça va être nos hommes, nos frères, nos conjoints. Et quand une femme va percer, on va la féliciter hein, parce qu'on est fiers. Et donc, les programmes de soutien, on va les voir au Québec puis au Canada par M. Trudeau puis M. Legault. Mais souvent, je vais avoir achalé Serge, mon partenaire, qui, lui, travaille pour la COVID Inuit. Bien, la COVID-19 au sein de la nation Inuit. Oublie pas nos entrepreneurs Inuits, Serge, oublie pas qu'il y a des femmes aussi qui sont vulnérables parce qu'elles étaient déjà loin dans la liste de priorités. Alors, j'espère qu'on va pouvoir continuer à soutenir là, et encore plus les gens les plus vulnérables qui sont les femmes, nos aînés et les enfants. L'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées a été déposée depuis 1 an, le 3 juin. Y a-t-il eu des progrès? Si on n'avait pas eu de... Je vais reculer, là. S'il n'y avait pas eu la pandémie mondiale, s'il n'y avait pas eu toute cette mobilisation et ce soutien autour de la nation Wet'suwet'en dans lequel le Canada et certaines provinces vont accuser au lieu de soutenir là, cette grande mobilisation-là, ça ralentit des choses, puis ça met de l'énergie de nos gouvernements canadiens, provinces et autochtones sur ces enjeux-là. Et si on n'avait pas eu les élections, je dirais que si c'était comme aujourd'hui, ce qu'on voit, je dirais, hey, on est en retard, puis c'est grave, puis j'aurais envie de chialer. Mais là, à cause des 3 événements, Sylvie, que je viens de nommer, ça me met mal à l'aise de critiquer. Par contre, ça reste que je rappelle à Mme Bennett, je rappelle à tous les gouvernements avec qui je vais avoir jasé ces temps-ci, il n'y a pas juste le rapport Viens au Québec, la commission d'enquête sur les femmes pour le national, il y a le rapport Québec de l'Enfada, un beau cadeau qu'on a fait au gouvernement du Québec qui semble oublié. Et je vois là, que Mme Bennett et son équipe, j'entends que ça commence à se mobiliser. Ou ça se mobilisait déjà, mais on ne l'entendait pas à cause des 3 événements que j'ai énumérés. Alors, si tu me donnes 1 mois, puis que je vois que ça ne bouge pas, là, je vais être sévère. Mais pour le moment, bénéfice du doute à cause des événements. Michel Audette. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamet.